France Inter. Radio Star Berlin. The European Union. Europa. Democracia. Solidarność. Este es un momento para que Europa despierte. France Inter, la radio des Européennes, en direct de Madrid. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Voilà, on ne pouvait pas commencer autrement ces 2 heures avec Pedro Sánchez qui rompt donc avec un silence de 5 jours et qui dit, il l'a dit tout à l'heure, il était 11 heures, je continue plus fort que possible. Bonsoir Mathieu de Taillac. Bonsoir Fabienne. C'est avec vous qu'on a envie de commencer. Mathieu, vous êtes le correspondant de France Inter. Ici, je voudrais d'abord, et avant qu'on présente nos invités autour de la table, que vous nous fassiez un rapide résumé des épisodes précédents. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ce matin à 11h? Ça commence mercredi 24 avril. Oui, aujourd'hui, Pedro Sánchez a répondu à la question qu'il s'est posée tout seul il y a 5 jours, mercredi soir. Personne ne lui avait posé cette question de savoir s'il allait continuer à la tête du gouvernement ou démissionner. Mercredi soir, par un tweet sur lequel on voyait 3 feuilles et demie, Pedro Sánchez disait vouloir s'arrêter pour réfléchir. Il citait l'enquête préliminaire qui vise sa femme pour un possible conflit d'intérêts, mais pas pour nous dire que c'est ces soupçons de possible corruption qui l'ennuyaient, mais plutôt ce qu'il appelle une campagne, une opération contre lui destinée à le démolir. Et donc il fallait qu'il réfléchisse à cette attaque de la droite et de l'extrême droite, au sens de la politique. Ce qu'il faut raconter, c'est que donc sa femme est accusée de conflit d'intérêts et que là d'où vient l'accusation, c'est un groupe qui s'appelle Manos Limpias, main propre, qui est un groupe d'extrême droite, on le dit très clairement comme ça. Oui. D'une part c'est un groupe d'extrême droite, d'autre part c'est une association qui a été condamnée puis en deuxième instance innocentée pour des faits d'extorsion. Donc ça veut dire qu'ils sont soupçonnés, on va dire, d'utiliser les procès pour d'autres intérêts qui ne sont pas les intérêts de la justice. Le fait que cette enquête préliminaire, la partie judiciaire de ce possible conflit d'intérêts, la plupart des juristes, on pourra le redemander, nous disent que a priori, ça n'ira pas très loin. Il y a en revanche une enquête journalistique qui, en dehors du fait que ce soit légal ou non, pénal ou non, je pense que c'est un débat légitime, le conflit d'intérêts, en dehors du fait qu'il peut y avoir ce possible trafic d'influence. Après, ce qui est très impressionnant, c'est que du coup, il décide de se taire pendant 5 jours. Alors nous, naïvement, et peut-être avec notre esprit français, on s'est dit il y aura forcément des fuites. Donc on va savoir s'il reste ou s'il part. Pas du tout. Pendant 5 jours, ça a été silence radio. Il paraît même que son entourage ne savait pas ce qu'il avait décidé. C'est la réalité, ça ? Visiblement, il s'est enfermé 5 jours au palais de la Moncloa, donc la résidence officielle. Et visiblement, les seules fuites qu'il pouvait y avoir, c'était de sa tête ou de celle de son épouse. C'est quelqu'un qui est connu pour ne pas avoir vraiment d'amis. C'est-à-dire qu'il a des collaborateurs avec qui il s'entend plus ou moins bien. Il y a sa famille, dont on nous dit qu'il est éperdument amoureux, on n'a pas de raison d'en douter. Mais c'est quelqu'un qui fonctionne et qui prend certaines décisions en vase clos et vraiment tout seul. Donc là, c'est a priori ce qui s'est passé. Les journalistes très bien informés, très bien connectés avec le gouvernement, on était réduits à spéculer jusqu'à ce matin où là on se disait si cette fois-ci c'est forcément une démission. Il a été voir le roi. On nous dit que tout le personnel est convoqué à l'issue de son discours, donc sans doute pour leur dire adieu. Le début de son discours commence par oui, non, ça vaut pas la peine, une anaphore, on se dit c'est bon, il va dire je démissionne. Ça dure 6-7 minutes et il finit par dire qu'il reste. On a bien passé 4-5 vraies minutes avant qu'il nous le dise. Bonsoir Guillermo Fernandez Vázquez. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'université Charles III de Madrid. Vous êtes spécialiste des nouveaux phénomènes populistes en Europe. Bonsoir Bruno Aguilera-Barché. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut des études juridiques internationales à l'université Juan Carlos. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Guillermo Fernandez Vázquez, de cet épisode ? Est-ce que c'est un coup de bluff ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand même, là, pendant 5 jours, dans la politique espagnole ? En fait, c'était une situation franchement inédite. Nous étions tous un peu perplexes parce que l'effet de se taire pendant 5 jours et puis de sortir et annoncer que tout reste pareil, parce qu'il y avait un petit consensus entre le journaliste et le politiste, les professeurs de sciences politiques, que soit il démissionne, soit il ne démissionne pas, mais il ne pouvait pas rester comme si rien s'était passé depuis tout.
Et finalement, il semble que il va continuer, mais sans annoncer de mesures. Il va pas se soumettre à une motion de confiance. Il va pas il remet pas la confiance du gouvernement sur le tapis. Il dit ce sera avec moi pour l'instant, en tout cas ou sans moi. Bruno Aguilera-Barchet, il y a cette phrase qui revient souvent. On dit que Sanchez, il fait des Sanchez. Il a fait une Sanchez. Est-ce que c'est la réalité, ça? Il a fait une Sanchez. Moi, évidemment, je suis d'accord qu'on était perplexe, mais au fond de moi, je savais que c'était encore un truc à la Sanchez, parce que il n'était pas au plus fort au niveau de l'opinion publique. Il y a quand même des élections le 12 mai en Catalogne qui sont assez importantes, et surtout les élections européennes où apparemment le PSOE ne va pas très bien. Et je pense que c'est un coup d'éclat tout à fait digne de lui. Que depuis le début, il savait qu'il allait rester. Et c'est vrai qu'il a maintenu pendant 5 jours. Tout le monde ne pensait qu'à ça. Vous pensez que c'était prémédité ou que ça commence par une vraie colère et un vrai chagrin et il se dit, oula, politiquement, ça peut tenir la route? Moi, je pense que c'est les deux un peu. Il y a quelque chose de curieux en Espagne. Alors, c'est pas pour rentrer dans les opinions politiques de nos invités que j'ignore complètement, mais et en plus tous les deux ont eu des opinions mesurées, mais on constate quand même qu'à 90%, les gens de gauche étaient convaincus que Sanchez était forcément sincère et allait forcément démissionner, et les gens de droite étaient sûrs que c'était un coup de plus de Sanchez. Est-ce que ça a marché quand même auprès des Espagnols, ou est-ce que ça a marché uniquement auprès de la gauche? On l'a vu faire une manifestation disant je t'en supplie reste devant le siège du PSOE, le Parti socialiste espagnol, samedi, en disant je t'en supplie. Ça a marché auprès des Espagnols, ça, ou pas? Il n'y a pas encore de sondage. Ça a marché auprès de la gauche, en tout cas. Mais je dirais que ça marchait auprès de la gauche, mais que s'il a voulu créer un débat, ouvrir un débat, je pense que ce débat n'a eu lieu que dans le sympathisant de la gauche, du PSOE et de la gauche alternative ou de la gauche radicale. Mais la situation de polarisation est telle que je pense qu'il n'y a pas de... Il est difficile d'ouvrir des débats transversaux, on dirait, ou des débats généraux. On va y venir à cette polarisation. Vous l'avez un peu évoqué, Bruno Aguilera-Barchet. C'est un homme fragile politiquement, Pedro Sanchez. Il est à la tête d'une coalition. Il faut le rappeler aux gens qui nous écoutent. Il y a 7 partis de gauche. C'est compliqué. Il a gagné des élections en juillet dernier. C'était un homme mort politiquement à ce moment-là. Il les gagne sur une victoire au forceps. Donc c'est aussi une manière de dire regroupez-vous. Moi, je pense qu'il est très fort. Je reviens au mot de François Mitterrand. En politique, il faut avoir la passion de l'indifférence. Je crois que lui, il est un passionné de l'indifférence. Il est vraiment très dur. Peut-être qu'évidemment, le fait d'avoir attaqué sa femme pour la première fois, ça l'a vraiment atteint. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment endurci et il a très bien su mener sa barque. Moi, c'est ce que je pense. Mais enfin, c'est vrai qu'on est tous quand même un peu perplexes. Est-ce que vous pensez, Mathieu de Taillac, qu'il voulait entendre ce qu'il a entendu samedi? On t'aime, ça, pour reste avec nous. Ça a l'air prémédité, parce que ce côté-là, en tout cas, ce côté soutien populaire, parce que dans son discours de ce matin, il nous dit ce qui a été déterminant, c'est la mobilisation sociale. Ouais. Bon, la mobilisation sociale, je veux pas être méchant, mais enfin, il y avait 12 500 personnes devant le siège de Ferraz avant-hier, samedi. Et dimanche, 5000 de plus dans le centre-ville. Vous voulez dire, c'est que tout Madrid n'est pas sorti pour... Ah non, c'est pas une grosse manif quand il y a des attentats ou pour soutenir la démocratie en péril de mort. Ça ressemble pas vraiment à ça, non? Alors, et c'est évidemment la question qu'on se pose tous et qui nous ramène à ces élections. Est-ce que ça transforme, oui ou non, le scrutin du 9 juin en un référendum pour ou contre Sanchez? Est-ce que c'est aussi ça qu'il voulait? Est-ce que ça transforme le scrutin ou pas? En tout cas, je pense que Tezanos et le 6 disent qu'il est remonté à 40%. Il y a quand même une petite campagne de révalorisation de sa personnalité. Je ne pense pas que c'est quand même assez loin. Encore les élections européennes, je ne pense pas que c'est une influence décisive. Et sur les élections régionales catalanes qui ont lieu le 12 mai? Peut-être plus. Oui. Pourquoi absolument. Plus sur les catalanes? Peut-être parce qu'elles sont plus proches dans le temps et ça c'est un coup pas sentimental, un coup. Mais par rapport aux élections européennes, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire, c'est vrai que le PSOE peut augmenter ses appuis.
et de la part de la gauche radicale et même de la gauche nationaliste basque ou catalane. Le PSOE part d'une situation de faiblesse. On va y revenir évidemment à la Catalogne, mais pour les gens qui nous écoutent, rappelez que dans cette coalition, il y a aussi évidemment les Catalans et qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont été promises à ces Catalans-là pour qu'ils participent à cette coalition. Évidemment que tout ça, ça rentre dans le jeu politique. Avec ce geste, donc, nous l'avez tous dit, un peu théâtral, on sent aussi, et c'est les mots qu'il a employés, qu'il cherchait, Pedro Sanchez, à pointer le climat délétère de la politique espagnole, peut-être de réveiller aussi ce pays en disant voyez quand même ce que nous sommes devenus, voyons les mots que nous sommes capables de prononcer. Je voudrais qu'on écoute ensemble un homme qui résume assez bien cette atmosphère. Il s'appelle David Gutiérrez. C'est l'ancien maire socialiste d'un village de Ségovie, donc on est à l'ouest de Madrid. C'est Marilène Ballesteros qui l'a rencontré justement samedi dans la manifestation devant le PSOE. La tension politique est forte. J'ai été maire pendant 12 ans et j'en ai fait l'expérience. Ils ont eu raison de mon mariage et mes filles sont également victimes de harcèlement à l'école parce que leur père est rouge. La droite et l'extrême droite durcissent de plus en plus les tensions politiques. Cela m'inquiète sérieusement. En tant que père de 2 petites filles, je m'inquiète de l'Espagne que nous allons leur laisser. Une Espagne en proie à la confrontation. Je suis né en 1983 dans une Espagne unie et maintenant nous avons une Espagne complètement divisée. Tout cela parce que la droite et l'extrême droite veulent qu'elle soit divisée. Une Espagne incroyablement polarisée, nous dit ce monsieur. Est-ce que vous diriez effectivement que Bruno Aguilera Barché, oui, l'Espagne est effroyablement polarisée, plus même qu'elle ne l'a jamais été ou pas? On est quand même dans un degré de polarisation extraordinaire. Parce que là, il parle de menaces, il parle de harcèlement, enfin ça va quand même assez loin. Hein. Et moi, ce qui me préoccupe vraiment, c'est l'état de droit. En tant que juriste, qui est en danger, parce qu'il y a une attaque très directe contre le système judiciaire en disant les juges vont essayer d'en finir avec le progressisme en Espagne. Ils représentent l'extrême droite et la droite, ce qui n'est pas vrai. Enfin, et c'est de ce point de vue-là que je trouve que la situation est le plus préoccupante. Pour le reste, la polarisation, on a un peu l'habitude maintenant. Alors justement, oui, on a l'habitude. Ça veut dire que ça commence quand ? Ça vient comment ? Ce côté très crispé de la politique espagnole ? On peut se remonter jusqu'à peut-être les années 90, mais la polarisation aiguë, récente, on peut la situer en 2004, après les attentats islamistes à Madrid, qui ont fait changer l'opinion publique et qui ont fait pour changer la confiance de l'opinion publique vis-à-vis de son gouvernement. C'est ça qui s'est passé en 2004, on s'en souvient très bien. Et pour rappeler à ceux qui nous écoutent, le gouvernement Aznar qui commence par dire c'est l'ETA, et puis on se rend très vite compte que c'est pas le cas. Donc il y a ce moment de bascule qui dit les hommes politiques nous mentent. On en est là toujours aujourd'hui en fait. Un peu oui, parce que ça fait les résultats étaient une grande séparation entre le Parti socialiste et les partis populaires, le centre gauche et le centre droite. Et depuis ça, il y a eu très peu de pactes entre les deux. Et je dirais même que maintenant, en ce moment, la polarisation affective en Espagne, elle est très forte. Ça veut dire que les gens de gauche aiment davantage, aiment encore plus les leaders politiques de gauche et détestent encore plus ou davantage les leaders politiques de la droite et vice-versa. Est-ce qu'on va finir, et comme beaucoup de pays, j'ai les États-Unis en tête mais pas seulement, Mathieu de Taillac, sur 2 Espagnes qui ne se parlent plus en fait et qui ne se connaissent plus? Les gens se parlent quand même. Moi, ça fait plus de 15 ans que j'habite ici. Les gens se parlent et ne parlent pas que de politique ou parfois évacuent le sujet politique des repas de famille. Mais ce qui est très difficile, c'est de penser en dehors des packs de pensée de gauche et des packs de pensée de droite. C'est très difficile, par exemple, de dire que dans le discours de Pedro Sanchez, c'est vrai qu'il y a eu des fake news contre sa femme. Elle a été, comme chez nous en France, il y a des gens qui l'ont accusé d'être un homme ou d'être une femme transsexuelle. Il y a un pseudo-média qui a été... C'est quand même une manie chez certains, pardon, mais c'est quand même une manie. Il n'y a même pas d'originalité dans l'invention. Il y a des gens qui ont accusé Begoña Gómez, merci, de percevoir une subvention alors que c'était une homonyme en Cantabrie qui n'avait rien à voir. Et après, il y a là-dedans aussi
des informations qui sont vérifiées, qui ne sont pas d'un journal ni d'extrême droite, ni un journal qui viennent d'un journal sérieux, sur un possible conflit d'intérêts. Donc on nous met tout dans la même boîte. Je pense qu'on a le droit de se demander si ce sujet est un sujet dont on peut débattre en société. On a le droit aussi de rappeler que la polarisation, Sanchez y participe aussi. Il parle c'est quelque chose qui gêne beaucoup la droite. Il parle d'édifier un mur. Alors il parle surtout de l'extrême droite, mais en général il met la droite et l'extrême droite dans le même panier. Est-ce qu'il y a un facteur Vox dans le fait que la polarisation est augmentée? Ouais. Absolument. Je pense encore à François Mitterrand quand il a fait naître le Front National comme une façon de bâton dans les roues dans la droite. Et je pense que Feijóo n'est pas un extrémiste du tout. Donc ça, c'est le leader du Parti populaire. Le leader du Parti populaire. Il est très régionaliste parce qu'il a eu 4 majorités absolues en Galice. Il parle galicien. Il n'est pas centraliste du tout, mais il est gêné par Vox. Donc s'il a un discours trop mou, Vox va ressurgir et la droite va être divisée. Et c'est ça vraiment le problème, le dilemme qu'affronte Feijóo en ce moment. Et Sanchez y joue à fond. Et est-ce qu'il y a aussi Guillermo Fernandez Vázquez, je le précisais tout à l'heure en introduction, c'est vrai que les élections de juillet 2023 ont été extrêmement serrées. Théoriquement, le PP devait l'emporter, puis les choses sont passées différemment. Est-ce que là aussi, il y a une autre forme de polarisation depuis le mois de juillet, comme si au fond, les uns avaient le sentiment qu'on leur a volé l'élection et les autres ont encore très chaud? Tout à fait. Presque tous les sondages donnaient la droite, une coalition de droite gagnante. Et finalement, ce qui s'est passé, ce n'était pas non plus une victoire de la gauche, c'était plus une sorte de match nul. Ouais. C'est lui qui a marqué le penalty et qui finalement c'était les nationalistes catalans des droites. Donc ça veut dire que la majorité les nationalistes catalans de droite, pardon, j'essaye de traduire pour les gens qui nous écoutent, c'est notamment Puigdemont dont on avait beaucoup parlé. Voilà, c'est lui. Absolument. Donc ce qui a fait basculer les élections, c'était les votes en Catalogne et au Pays Basque. Les votes de la droite et de la gauche nationaliste. Et alors, vous m'offrez une transition en or, parce que est-ce que l'autre point de fracture réellement est là de ces derniers mois? C'est parce qu'on sait bien que dans l'accord de gouvernement, il y avait effectivement les Catalans, c'est de dire amnistie pour les indépendantistes. Est-ce que ça aussi, ça participe? Parce que c'est aussi dans ce jeu-là, je vous vois faire oui tous les deux avec la tête, Bruno Aguilera-Marché. Ça aussi, ça a été un point de basculement sur l'atmosphère politique. Absolument. La politique catalane conditionne absolument la politique nationale en ce moment. Ouais. Et le débat sur l'amnistie est vraiment... Elle la conditionne, ou est-ce que la politique espagnole est prisonnière de la politique catalane? Moi, je dirais qu'elle est prisonnière actuellement de la politique catalane. Il pourrait sans doute se libérer, parce que là aussi, on a le PAC. Si on est de droite, on dit à la fois que l'amnistie est insupportable, mais aussi qu'il n'est pas convenable que le Parti socialiste gouverne parce qu'il est arrivé deuxième et que c'est la droite qui a gagné les élections. On peut peut-être prendre des éléments des deux côtés, c'est-à-dire que Sanchez, je pense que la plupart des démocrates, des constitutionnalistes, dans le sens qui connaissent le droit constitutionnel, savent que on est dans une démocratie parlementaire, ça se passe comme ça, il y a des alliances au Parlement, Sanchez est légitime pour gouverner. Après, est-ce que l'amnistie, c'est-à-dire que des députés votent le pardon et l'effacement des fautes commises par leurs copains, on peut être de gauche et trouver ça pas terrible. Donc, mais là, en Espagne, c'est très difficile. Alors, les indépendantistes, justement, ils jouent leur carte à fond. Vous allez entendre Pere Aragonès, il est le président régional sortant, représentant de l'ERC, c'est-à-dire la gauche indépendantiste catalane. Écoutez-le. Que les gens qui sont heureux que nous ayons mis fin à l'austérité dans ce pays, que les gens qui sont satisfaits et qui veulent plus de langue catalane, que ceux qui veulent que les trains régionaux soient gérés par la Catalogne, que tous les gens qui sont heureux que nous ayons obtenu l'amnistie, que nous ayons obtenu la libération des prisonniers de ce pays comme nous l'avons exigé, qu'ils nous fassent confiance pour obtenir un référendum sur l'indépendance de notre pays. Nous avons plus de force chaque jour. Et nous avons besoin d'encore plus de force, beaucoup plus, pour continuer d'avancer. Le 12 mai, il faut gagner les élections, que gagne Esquerra Republicana de Catalunya pour que gagne la Catalogne.
Alors il pousse sa chance, hein, Pérez Aragonès. Il dit même il y aura un autre référendum. On comprend pourquoi il le dit. Ça vous laisse dans quel état d'esprit, Guillermo Fernandez Vázquez? Il y a une possibilité, ça existe ça dans la vie espagnole, référendum en Catalogne? Moi, je dirais que non. En fait, essaye de faire d'une indépendance unilatérale a échoué totalement. Ouais. Et je pense que c'est plutôt quelque chose de la rhétorique qui sort de la rhétorique politique. D'une force politique qui n'est pas dans une bonne situation dans les sondages, c'est-à-dire le président catalan et son parti Esquerra Republicana et dans tous les sondages indiquent qu'ils vont perdre des députés. Donc c'est plutôt quelque chose qui relève du passé, qui relève du passé, je pense. Mais d'ailleurs, il faudrait se souvenir que l'extrême droite espagnole Vox, le phénomène de Vox, est apparu après la crise indépendantiste catalane. Exactement. On y viendra très longuement en deuxième heure et vous serez encore là. Mais effectivement, référendum sauvage, j'espère qu'on entend mes guillemets, 2017. Et puis, émergence de Vox 2018. Après, ce qui est quand même... On parlait de polarisation, Mathieu de Taillac, tout à l'heure dans la société espagnole. Ce qui est fou, c'est que là, pour le coup, on se souvient très bien de l'incroyable polarisation catalane à ce moment-là. Et en vous écoutant tous, en voyant comment fonctionne cette société, on se dit que ces fractures-là, elles sont toujours ouvertes, en fait. Elles ont toujours pas été refermées. Oui. En Catalogne, il y a des familles qui ne se parlent mais pas. Toujours pas. C'était le sens de ma question. Toujours pas aujourd'hui. Toujours pas. Et puis, l'affrontement entre ERC, Esquerra Republicana Catalunya et Junts, c'est à mort. Vraiment, ils se détestent. Le parti indépendantiste de gauche et celui de droite. Absolument. Sur les 4500 sociétés et entreprises qui avaient quitté la Catalogne à ce moment-là, combien sont revenus, par exemple, pour avoir une idée de ce qui s'est un peu tassé ou pas? Pardon, je veux pas vous piéger. Je vois Mathieu qui fait. Moi, je pense que très peu, et il y a de plus en plus d'entreprises qui se situent à Madrid. Il y a aussi le coût de la politique fiscale. Madrid, c'est là où on paye le moins d'impôts, et la Catalogne, c'est le territoire où on paye plus d'impôts. Donc, c'est pas seulement une question de politique. Et du coup, en termes d'intention de vote, d'ailleurs, puisqu'on parlera de participation dans un instant, est-ce que on se dit que la participation le 12 mai en Catalogne sera très importante, alors que celle du 9 juin pour les européennes nettement moins? C'est comme ça que ça va se passer? C'est comme ça que ça va se jouer, Bruno Aguilera-Barchet? C'est très possible, oui, ouais. Je pense. Surtout après le coup d'éclat de Sanchez, je pense que ça a quand même un peu réveillé les électeurs, aussi bien de droite que de gauche, pour les élections catalanes. Et pour les élections du 9 juin, là, pour le coup, d'habitude, vous êtes où d'habitude pour une élection européenne, vous les Espagnols? On est au-dessus de la moyenne quand même. C'est ce que j'allais chercher aussi, parce que quand même, vous êtes un pays résolument européen, vous les Espagnols. Absolument. Et vous le restez. Absolument. Europhile. Ouais, europhile. Et ça se retrouve dans les urnes, ça, ou pas? Moi, la radio m'a longtemps posé la question, et les médias pour qui je travaille, de pourquoi il n'y a pas un parti d'extrême droite jusqu'à l'arrivée de Vox. Et l'une des explications, c'était l'europhilie des Espagnols, à la fois politique et économique. C'est pas une injure de le dire que on voit les autoroutes en Espagne et les aéroports et les infrastructures. C'est dû à la croissance nationale et à l'effort des Espagnols. C'est dû aussi évidemment aux subventions, etc. Et les Espagnols associent aussi. Là, il y a peut-être une part ils pourraient peut-être intérioriser leurs responsabilités. Ils associent aussi la démocratisation de l'Espagne à l'ancrage à l'Union européenne, alors qu'ils l'ont fait par eux-mêmes, leur démocratisation. On y viendra effectivement quand on parlera plus spécifiquement de Vox, pour savoir effectivement si on le place finalement dans le camp des eurosceptiques ou pas, et comment, y compris par rapport à certains de nos voisins. On va plonger dans certains des thèmes et des préoccupations qui nous sont d'ailleurs communes à nous Européens, et peut-être nous Français et Espagnols qui sommes si proches. On fera ça dans un instant. Juste avant, Mathieu, quand même, je voudrais que vous nous expliquiez deux petites choses, parce qu'on voudrait faire une petite pause musicale sur ce qu'on a entendu dans les manifestations, et en tout cas les manifestations de soutien samedi, parce que c'est quand même intéressant et ça dit des choses de l'Espagne. Il y avait d'abord ça.
Elle s'appelle Rigoberta Bandini. Mathieu, ça a été diffusé donc pendant le rassemblement à Sanchez. Le titre s'appelle Perra. C'est qui? C'est quoi l'histoire? Perra, ça veut dire chienne. Ok. Elle se définit aussi comme chien dans la chanson. Chien, ça se dit perro, et perro, ça ressemble à Pedro. Et pendant des mois et des mois, Pedro Sanchez était affublé du titre de Perro Sanchez, voilà, le chien de Perro. Évidemment, c'était pas les partis qui officiellement devant un micro disaient ça, mais on le notait beaucoup sur les réseaux sociaux. C'était ce que Sanchez appelle une attaque de déshumanisation, évidemment. Mais lui a eu l'intelligence, ou son parti, j'en sais rien, de s'approprier cette insulte et de se présenter, ou ses partisans de se présenter avec un petit badge, avec cette inscription Perro. Une de ses ministres, dans une manifestation de soutien samedi, a dit « Nous sommes des chiens parce que nous sommes fidèles et nous sommes loyaux ». Donc voilà, c'est un retournement marketing et politique de Sanchez. L'autre morceau que vous nous avez envoyé, c'est celui-là. Si on a un petit pack de notions d'espagnol, Mathieu de Taillac, on a entendu Quédate, c'est assez bien joué. C'est une chanson qui a 1 an, 2 ans, peut-être un peu plus. Oui, qui revient. Voilà, reste évidemment, c'était l'un des cris en plus de la chanson. Quédate Pedro, le genre de slogan qui était lancé à Pedro Sanchez, ça c'est Quevedo, l'artiste qui le chante. La suite est assez sensuelle. Hein, les nuits sans toi font mal, j'ai à l'esprit les pauses et tous les gémissements. Je ne veux rien de plus à part être avec toi. Ah bah écoutez, si c'est pas de l'amour, hein, on ne s'y connaît pas. On est à Madrid, on est en édition spéciale. Restez avec nous. France Inter, la radio des Européennes. Europa se construyó como un proyecto de paz. Fabienne Sintès. Édition spéciale à Madrid, à 6 semaines donc des élections européennes. Je voudrais qu'on quitte la capitale justement et qu'on descende plein sud, qu'on parte pour l'Andalousie. On dit de l'Espagne qu'elle est aux avant-postes réchauffement climatique. Dans le sud de l'Espagne, c'est visible. Le pays, dit-on, est en voie de désertification. Il manque d'eau et les restrictions que ça impose créent de réelles tensions. C'est peut-être quelque chose qui, là aussi, nous rapproche, vous, Espagnols, et nous, Français. Bonsoir, Célia Quiliré. Hola, Fabienne. Bonsoir. Merci, bien joué, Célia. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Vous revenez d'Andalousie, Célia. Il y a 2 sources majeures de revenus en Andalousie, ailleurs aussi dans l'Espagne, là particulièrement, c'est le tourisme et c'est l'agriculture, qu'ils sont assoiffés d'eau, tous les deux, et de l'eau dont il en manque. Je voudrais d'abord que vous nous emmeniez à Malaga, on est sur la Costa del Sol. Et là, c'est moins d'eau pour les habitants, mais certainement pas moins d'eau pour les touristes. Oui, à Malaga, le tourisme est roi, c'est la priorité. Il y a eu des restrictions cet hiver pour sauver la saison. Pression en baisse au robinet, interdiction de remplir sa piscine, mais il a suffi d'une semaine depuis fin mars, au moment de la Semaine Sainte, juste avant Pâques, pour quasiment faire oublier le problème. Fini l'alerte rouge, sauf que les habitants s'inquiètent. Voilà, l'eau au moment de la Semaine Sainte en Espagne, franchement, ça ne s'invente pas. On écoute votre reportage, Célia, on en parle juste après. Dans son salon de coiffure d'un quartier plutôt populaire, ici pas de touristes, seulement des habitués, Susanna ne décolère pas. Oui, on s'en rend bien compte, il y a moins de pression au robinet. Je pense qu'on ne prend pas les mesures nécessaires pour tenir jusqu'à la fin de l'année. On risque de se retrouver à sec. Le tourisme est sauvé pour cet été, mais de septembre à décembre, nous, on aura bien besoin de se doucher et faire des lessives. Il faudra aussi de l'eau pour les hôtels. Mais en plein centre de Malaga, la pression touristique est visible, les terrasses sont remplies. Fermín Criado Santaella représente des agences immobilières de tourisme. Les appartements se vendent comme des petits pains. Il veut pouvoir remplir ses piscines. Actuellement, il y a des restrictions. On ne peut pas remplir ou remettre à niveau les piscines si l'eau s'est évaporée. Là, on s'en sort. L'eau potable est garantie. Et puis, il y a eu des travaux pour construire des usines de désalinisation et pour éviter les pertes, les fuites dans les canalisations. D'ailleurs, certaines restrictions ont été assouplies. 200 litres d'eau par jour et par habitant maximum au lieu de 160. La mairie joue la carte du business. Erreur, répond Damian Ruiz Sinogaz, géographe à l'université de Malaga. On le retrouve en bord de mer.
Si des mesures ont été prises, oui. Mais si elles sont suffisantes, non. C'est une erreur vraiment d'assouplir les restrictions. Il y a un mois, la situation était très critique. Je crois que nous courons un très grand risque. Il a plu une semaine et ça a créé une euphorie. Mais c'est une mauvaise chose de faire croire que le problème de la sécheresse est résolu, alors que rien n'est réglé du tout. C'est une forme de campagne de communication qui n'est pas basée sur des faits techniques ou scientifiques. Et même si la situation hydrique ne tient qu'à un fil, les hôteliers et les bateaux de croisière que l'on aperçoit au loin n'ont pas de souci à se faire. La saison est sauvée, mais aucune mesure de long terme n'a été anticipée. On va retourner dans un instant dans votre reportage. Célia, je voudrais saluer José Luis Camacho qui s'est installé. Bonsoir. Merci. Vous êtes météorologue, vous êtes le porte-parole de l'Agence de l'État de météorologie. Moi, je voudrais que vous nous fassiez une sorte de tableau de cette Espagne en sécheresse. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de température, en termes de précipitation? Ce qu'on vit aujourd'hui chez vous, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a l'Espagne, il y a un climat très très varié. Alors, le tiers nord-ouest en situation de bassin, de réservoir, c'est plus de 90%. Alors, ça c'est complètement loin de la sécheresse, de la situation de la sécheresse. Nous sommes ici à Madrid, toute la partie qu'on appelle la Sierra, c'est plein de l'eau. Alors, il y avait nous ne connaissons pas cette situation. Et quand on arrive à côté méditerranéen, il y a des endroits qui sont encore des situations extrêmes. On peut dire la Catalogne orientale, vous avez le département Pyrénées oriental, il y a tout l'arc méditerranéen, qui sont une situation similaire au sud de France. Bien sûr. Alors, c'est une situation qui est loin d'être normalisée. Il pleut maintenant, mais les réserves hydriques sont encore dans une situation d'émergence. Le météorologue, la fréquence de ces épisodes-là, de ces épisodes de sécheresse très forts, ça pour le coup c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, qui est acté. Oui, il y a des épisodes de sécheresse qui sont de plus en plus violents et de plus en plus longs en Espagne. On peut dire ça dans ces parties qui sont les plus exposées. Non catégoriquement. Ok. Alors les 3 dernières années, ensemble de l'Espagne, il y a une situation de sécheresse générale. Ouais. Maintenant, elle est en train d'être réglée par zone. Mais reste encore des zones qui sont en vigilance, on peut dire, et que toutes les mesures d'épargne de l'eau et des situations de gestion très soigneuses, ça doit rester. Et c'est bien ça le souci, effectivement, parce qu'on a bien vu, et on y reviendra, que c'est cette gestion-là qui est un peu compliquée. On a entendu dans le reportage, il y a eu une semaine de pluie, et tout le monde dit c'est bon, on est sauvé des eaux. C'est peut-être ça, le vrai souci. Bon, il faut dire que c'était un peu bizarre, que c'était la semaine... La semaine sainte. Semaine sainte. Et les précipitations sont vraiment hors catégorie dans ces endroits d'Andalousie. Alors, il y a quelques raisons à assouplir les restrictions, mais toujours l'été, nous sommes aux portes de l'été. Ouais. Alors, l'été veut dire une température plus forte, beaucoup de plus haute, plus de gens, de tourisme, plus de besoins. Alors, il faut être très, très prudent. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a quand même une prise de conscience en Espagne? On reviendra parce qu'on va parler de partis, de partis écologistes ou pas, de comment c'est reçu par la population. La prise de conscience qui dit attention à notre gestion de l'eau, parce que par endroits ça peut être dangereux. Est-ce qu'elle existe, ou est-ce que vous, le météorologue, des fois ça vous chagrine en fait qu'on s'en rende pas compte? Bon, nous sommes des techniciens. Alors, c'est toujours un choix d'éducation de l'école, des autorités. Même, et vous savez que la gestion de l'eau, toute la côté méditerranéen, il vient de temps des Romains, des Arabes. Ouais. Alors, il y a un partage, un dosage d'utilisation des ressources en eau. Alors, la culture dans la Méditerranée est déjà installée à cette gestion. C'est une question de renforcer cette mesure. Et il y a un changement climatique. Et il y a un changement climatique en ce moment, c'est bien aussi de le dire et de le répéter. Vous allez évidemment rester avec nous, José Luis Camacho, Célia Kiré. Avant de retourner dans le reportage, moi je voudrais qu'on cite 2 chiffres. 84 millions de touristes en Espagne. On a battu un record, c'était l'année dernière.
En Andalousie, c'est 14 millions. Le PIB du tourisme, c'est 13%. Donc l'équation, évidemment, qu'elle est très très vite faite. Et les solutions à long terme, pour l'instant, si elles n'existent pas, c'est peut-être pour ces raisons-là. Non, mais effectivement, en ce moment, il y a juste des solutions techniques qui sont envisagées, comme les usines de dessalement de l'eau. Il y en a déjà 3 en Andalousie. On n'ose pas imaginer qu'il faudra peut-être un jour limiter le nombre de touristes. C'est plutôt l'inverse. La région cherche à battre des records. Politique de l'autruche, disent certains scientifiques, un brin consterné que le business l'emporte toujours. D'ailleurs, des hôtels se construisent encore sur la Costa del Sol. Je suis allée à l'université du tourisme de Malaga rencontrer le doyen Antonio Guevara. Il n'hésite pas une seule seconde. L'Espagne va être obligée de changer de modèle touristique. Je crois que ce qui affecte le plus l'Andalousie, c'est le tourisme de masse. Il en faut moins. Nous, ici, à l'université de Malaga, on défend sans cesse l'idée d'une planification. Mais le problème est que de nombreux responsables politiques n'en veulent pas. Il faut réguler le nombre de bateaux de croisière, le nombre de vols. Il faut définir un nombre de chambres d'hôtel acceptable pour la région. Il faut un cadre restrictif, sinon le modèle touristique actuel est uniquement basé sur la croissance. Et la croissance, ce n'est pas la bonne voie. Juste rapidement, Célia, moi, il y a une chose que vous m'avez raconté ce reportage. Vous m'avez dit, les gens vous disent, le tourisme, c'est une drogue pour l'économie espagnole. Oui, elle est accro, l'Andalousie, elle est victime de son succès. Elle ne sait pas vraiment comment se projeter. D'ici 10, 20 ou 30 ans, le tourisme a rapporté près de 20 milliards d'euros l'an dernier. C'est le moteur des moteurs, me disait un autre spécialiste de l'Institut du tourisme à Malaga. La seule solution pour certains serait peut-être, mais je dis vraiment peut-être, de miser sur un tourisme plus chic, avec moins de monde et tout autant de recettes, mais ce n'est pas la stratégie du moment. On va interroger là-dessus nos invités. José Luis Camacho, juste un mot, quand vous entendrez l'interlocuteur dire la planification, en gros, on ne sait pas faire, c'est comme si c'était un gros mot, la planification. C'est peut-être par là que ça commence, en fait. Bon, nous sommes... Je peux être technicien. Absolument. Nous sommes mathématiciens aussi, un peu. Ouais. Alors c'est une affaire de mathématiques, de ressources. Non, il y a des ressources, il y a des dispositions, de gestion. Alors il faut faire des mathématiques et faire un calcul pour pas qu'elle est possible et qu'elle est compliquée de gérer. Avant de faire des mathématiques, Guillermo Fernandez Vázquez, c'est à l'espagnol que je m'adresse là, au-delà même du politologue. Moi, j'aimerais bien savoir si ça vous choque en fait quand on vous dit les gars, vous avez qu'à changer de modèle. C'est tellement simple comme ça. Parce qu'il faut quand même le dire, le tourisme a aussi sauvé l'économie espagnole. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça. Hein. C'est pas juste des gens qui viennent. C'est le tourisme low cost. C'est du tourisme espagnol et c'est effectivement ce qui a remis l'Espagne à flot. Exact, mais ce qui est frappant et je dirais même désespérant, c'est que il n'y a pas un vrai débat public en Espagne sur cette question. Il n'y a pas. Sauf peut-être aux îles Canaries, il y a une semaine, il y a eu des grosses manifestations et des citoyens en disant il faut revoir, il faut réviser cette modèle touristique. Mais pardon, excusez-moi. Ce qui me frappe, c'est que évidemment qu'il y a une ministre de la transition énergétique. Elle s'appelle Teresa Ribera. C'est même la tête de liste aux européennes. Je parle sous votre contrôle pour le PSOE. Évidemment que ça existe, mais il n'y a pas de parti écolo fort où je me trompe. Voilà, je vous vois faire non avec la tête. Pourquoi ? Et effectivement, il n'y a pas un parti semblable à Europe Écologie Les Verts en Espagne, même si les partis de gauche, de la gauche alternative, comme en France, Mélenchon, et se disent que aussi définissent comme écologistes aussi, mais il n'y a pas un parti écologiste, un parti vert. Pourquoi? Il y a eu des essais de créer des partis purement écologistes, mais c'est vrai que ça n'a pas poussé, l'idéologie passe avant. Ouais. Et c'est comme si même quand on parle d'écologie, en fait, on séparait la politique de l'eau de tout le reste, parce que effectivement c'est trop important. On a parlé du tourisme, Célia, il y a évidemment l'agriculture, l'Espagne, le potager de l'Europe, et il faut le redire, les fraises espagnoles à 2 € qu'on a dans nos supermarchés, c'est de là qu'elles viennent. 90% des fraises qui sont produites ici en Espagne, elles sont exportées, notamment chez nous. C'est là que vous nous emmenez, au sud de Séville. La guerre de l'eau là-bas est déclarée. Dites-nous d'abord très vite où on va. On va dans la province de Huelva,
au sud de l'Andalousie, sur la commune d'Almonte. On est tout près du parc naturel de Doñana, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, quand on arrive, ça ressemble à quoi ? Alors, il y a un contraste saisissant au bord de la route. Des oliviers plantés, serrés en culture intensive, des serres de fraises avec de grandes bâches blanches à perte de vue, presque une mer de plastique comme à Almeria. Et juste derrière, un paysage de dunes, de marais qui ressemble à la Camargue, avec des flamants roses, des chevaux sauvages. Et dans ce Far West, une omerta, les producteurs de fraises ne sont pas autorisés à s'exprimer. Ambiance de crise, ils sont représentés par Manuel Delgado, expert comptable. Pour lui, le problème, ce n'est pas la culture intensive, c'est d'abord l'irrigation illégale. 20% du secteur, l'eau est volée. Il y a trop de captage clandestin qui assèche la nappe. Ces exploitations illégales, c'est une concurrence déloyale énorme pour nous. Elles emploient de la main-d'œuvre irrégulière avec des sans-papiers. Il y a des campements illégaux qui s'installent et parfois on a même eu des incendies dans ces baraquements. Elles salissent notre réputation, elles nous font beaucoup de mal. Ces agriculteurs puisent beaucoup d'eau et ils n'ont pas les mêmes restrictions que nous. Et évidemment, ils produisent pour beaucoup moins cher. Ici, il faut savoir que la fraise rapporte gros 10 à 15 000 euros à l'hectare. Elle emploie 100 000 personnes en pleine saison. Il faut la sauver de la sécheresse. Je vous emmène sous une serre de fraises. On passe sous la bâche pour rencontrer Sébastien Guéry, un ingénieur français qui teste un système d'irrigation plus économe, projet d'ailleurs financé par l'Union européenne. On essaye de ne pas écraser les fraises. Oui, on est dans une exploitation sur Almonte. On a le système d'irrigation à la demande qui est installé. Ici, on voit le système de communication radio en fait qui envoie les données des sondes qui sont lues toutes les minutes. Donc c'est ce qui va vraiment nous permettre de bien gérer jusqu'où l'eau descend, éviter qu'il y ait un stress qui se produise et donc de contrôler au maximum la gestion de l'eau. Sur les 6 fermes sur lesquelles on a travaillé de fraises, on a obtenu un peu plus de 15% de réduction du volume d'eau utilisé sur 2 saisons. Ici, l'irrigation vide les lagunes, le sol est craquelé, mais pas question de pointer du doigt les agriculteurs. On entend le fatalisme du responsable du parc naturel de Doñana, José Juan Chance. Je crois que ce dont nous souffrons, c'est d'une sécheresse immense. Les 11 dernières années ont été les plus sèches de l'histoire. Évidemment, si on puise de l'eau souterraine, ça a de l'incidence. Mais cette année, par chance, on dirait que les marais ont un peu plus d'eau. Mais je ne crois pas qu'éliminer les cultures résoudra tout. On aura toujours des années sèches avec des lagunes vides. Et pour lui, comme pour tout le secteur, les solutions sont avant tout techniques. Une fuite en avant, répond Felipe Fuentesas du WWF. Finalement, quand il y a un problème d'eau en Espagne, très souvent, on compte sur de nouvelles infrastructures comme les transferts d'eau ou les stations de désalinisation. Et ça a des conséquences environnementales importantes. Une station de désalinisation dans une réserve naturelle, ça a un effet direct sur la biodiversité marine et sur la pêche locale et donc l'économie. Donc en voulant régler un problème, on en crée un autre. Et les consommateurs, Fabienne, ont un rôle à jouer en Suisse et en Allemagne. Certains supermarchés s'assurent que les fraises espagnoles sont bien issues d'une irrigation légale. En France, non, tout est vendu de manière indistincte. Peut-être une idée, mais aujourd'hui, pas question ici de produire moins de fraises. Le secteur est bien trop rémunérateur. Il nous reste très peu de temps, Célia Queiret, je vous remercie beaucoup. Combien ça pèse électoralement l'agriculture ici en Espagne, Bruno Aguirre-Barchet ? Vraiment, je pense que on pensait que ça pesait pas lourd jusqu'à ce qu'on a eu les grandes manifestations. En même temps que celles de la France et d'ailleurs. Partout. Et là, vraiment, ça a été un revirement au niveau de l'Union européenne concernant la politique écologique. Et ça nous offre nous, on nous impose des limitations et on importe des pays tiers où ils n'ont pas ces limitations à des prix moindres. Et là, on s'est rendu compte quand même que les agriculteurs sont très importants. Est-ce que, très rapidement, ça nous fait une transition pour l'heure qui va venir ? Est-ce que c'est un terrain de jeu pour Vox ? Parce qu'on se souvient qu'en juillet 2023, ils avaient dit de l'eau pour tous aux 4 coins de l'Espagne. Alors je ne sais pas s'ils font tomber la pluie comme pendant la Semaine Sainte, mais c'est un terrain de jeu, Guillermo Fernandez-Vázquez, pour Vox, ça ? Oui, bien sûr. En fait, le secteur de l'agriculture était traditionnellement lié, proche du PP, de la gauche, de la droite classique. Ouais. Et maintenant, dans les dernières années, l'extrême droite a beaucoup avancé chez les agriculteurs et chez les syndicats des agriculteurs. Cette discussion se poursuit en deuxième heure dans ce 18-20 spécial élection européenne en direct de Madrid et en direct aussi du Café Commercial. Justement, Vox, nous y reviendrons, mais pas seulement.
Radio Star Berlin. The European Union. Europa. Democratia. Solidarność. Este es un momento para que Europa despierte. France Inter, la radio des Européennes, en direct de Madrid. Quelle chance nous avons de nous sentir unis par l'amour de nos patries, par l'amour de nos libertés en tant que peuple, par l'amour de nos familles, par l'amour de nos racines et par l'amour de la foi de nos parents. Et quand vous vous battez pour cela, je ne doute pas que vous serez d'accord avec moi, toutes les peurs disparaissent. Et je pense qu'il est très important que nos adversaires et nos ennemis sachent que nous n'avons pas peur, que nous sommes prêts à nous battre ensemble, que l'avenir n'est pas écrit et que la seule chance qu'ils ont de nous vaincre et que nous abandonnions, et cela n'arrivera jamais. Voilà, l'homme que vous venez d'entendre s'appelle Santiago Abascal, c'est le leader de Vox. On a un peu parlé de cet homme et de son parti dans la première heure de cette édition spéciale. On va s'y appesantir. Ce que vous avez entendu là, il l'a dit ce week-end, il était invité par Viktor Orban. Et en quelle compagnie? Il y avait l'ancien Premier ministre polonais du PiS, il y avait le Hollandais Geert Wilders, il y avait le président du Vlaams Belang belge, il y avait le FPÖ autrichien, accessoirement d'ailleurs le fils de Jair Bolsonaro, et deux ministres israéliens, tous dans ce qu'ils appellent, dans ce qu'Orban appelle une no-woke zone, et tous adeptes de Donald Trump. Ça pose un peu le personnage de Santiago Abascal. On va y revenir tout de suite. Je vais vous représenter les gens qui sont autour de la table. Guillermo Fernandez Vasquez, rebonsoir, vous êtes resté avec nous. Merci, toujours maître de conférence en sciences politiques à l'université Charles III de Madrid, et vous êtes spécialiste des nouveaux phénomènes populistes en Europe, et ça nous intéresse grandement pour cette partie-là. Bruno Aguilera-Barchet est resté également. Vous êtes toujours directeur de l'Institut des études juridiques internationales à l'université Juan Carlos. À l'université Juan Carlos aussi, Agnès Garcia-Sayar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, responsable de projet à l'Institut donc des études juridiques et internationales. Est-ce qu'on peut d'abord pardon Mathieu de Taillac est resté lui aussi, c'est qu'il est à ma droite et quand je ne le vois pas, mais je sens bien qu'il est là. Hein. Voilà, donc je vous en prie, restez. Est-ce qu'on peut rapidement revenir en arrière, Guillermo Fernandez Vasquez, c'est qui Santiago Abascal en fait? Pardon de le dire comme ça, d'où il sort? Il sort du Parti populaire basque. Et donc de la droite traditionnelle. Donc de la droite traditionnelle et Vox est donc une escission. Au début, c'était une escission droitiste du Parti populaire, et très marquée par la violence de l'État, des ETA, de l'organisation terroriste. Et une escission du Parti populaire qui a été créée en 2014, décévue par les gouvernements conservateurs de Mariano Rajoy. Et presque sous les radars pendant extrêmement longtemps. On a même cru que l'Espagne était immunisée contre l'extrême droite. Qu'est-ce qui se passe en 2018 pour que le bond soit aussi spectaculaire? Deux phénomènes très importantes. D'abord, la crise politique catalane, et les référendums en Catalogne, et toute la séquence de l'automne 2017. Et puis la motion de censure contre le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy, et la montée au pouvoir de Pedro Sánchez, c'est-à-dire le socialiste, appuyé justement par l'extrême gauche et par les indépendantistes basques et catalans qui avaient appuyé les référendums, c'est-à-dire, et donc une partie de la droite espagnole a senti que c'était une trahison. En plus, il y a eu en Espagne, dans l'histoire politique récente en Espagne, quelques motions de censure, mais aucune avait triomphé jusqu'à ce moment-là. Donc il n'y avait pas une culture politique là-dessus. Bruno Aguilera-Barchet, on l'a entendu, 2018, après le référendum et l'énorme explosion en Espagne qu'a été le référendum catalan en 2017. Est-ce que ça veut dire que sans ce référendum, pardonnez-moi, est-ce qu'il n'y a pas de Vox sans ce référendum, ou est-ce qu'il y a un autre Vox, ou serait arrivé plus tard? Moi, je pense que l'indépendantisme catalan est quand même déterminant concernant l'extrême droite, qui trouve, parce qu'il y a une partie de l'électorat qui trouve que la droite a été trop molle vis-à-vis des indépendantistes, et c'est ce qui a déclenché, effectivement, je suis tout à fait d'accord
avec toi sur ça. C'est ce qui a déclenché Vox, qui se dégonfle dernièrement. Là, faut le dire aussi, parce que le PP est en train de faire une politique beaucoup plus intelligente, entre guillemets, mais plus intelligente ou plus droitière, et du coup est en train de manger sur les plates-bandes de Vox. Il navigue entre deux eaux, c'est ça qui est compliqué. Mais je pense que oui, peut-être qu'ils sont un peu plus à droite, et c'est ça qui dégonfle un peu notamment à Madrid. Vox n'a pas de représentant. Oui, il n'est pas déterminant. Alors on verra où ils sont effectivement, mais je vous ai vu réagir, Agnès Garcia-Sayar, à ce que dit Bruno Aguilera. C'est-à-dire, je pense que le PP, Vox se dégonfle parce que le PP, en tout cas l'appareil dirigeant et notamment l'appareil de Madrid, sont plus proche de Vox qu'il n'était d'un PP plus modéré. Donc c'est clair que le PP est en train d'appliquer une politique beaucoup plus proche de Vox que d'une droite modérée, comme c'était le cas. Et Feijóo est très, je pense, très... Feijóo, le leader du PP, donc du Parti populaire. Contraint à cause de, par exemple, Díaz Ayuso et certains leaders du Parti populaire qui ont une vision plus Vox, plus à droite que d'habitude. Sur quel thème, notamment Mathieu de Taillac, vous diriez qu'il y a eu des vases communicantes, on va dire, entre la droite traditionnelle et l'extrême droite? Est-ce que, notamment, le thème central de l'immigration en fait partie? Sur quel thème est-ce que le terrain est grappillé? Il y a sans doute des thèmes, et il y a peut-être plus des tons de discours. On parlait du PP de Madrid, leur leader, Isabel Díaz Ayuso, a un discours avec derrière un conseiller qui est maintenant connu dans l'Espagne tout entière, un discours de rentre dedans, quoi. La dernière ou l'avant-dernière campagne, c'était socialisme ou liberté, puis communisme ou liberté, parce que le patron de Podemos, Pablo Iglesias, se présentait face à elle. Donc on n'est pas dans l'analyse politologue fine, du discours du gros rouge qui tâche, quoi, si vous voulez. Et c'était ça que elle a pas agité un danger de l'immigration ou de l'islam, qui sont des thèmes chers à Vox. Il y a aussi peut-être quelque chose en dehors de Vox. L'Espagne, c'est toujours un petit peu compliqué à lire dans les régions qu'on appelle périphériques, parce qu'il y a les deux axes. Il y a l'axe gauche-droite et il y a l'axe espagnolisme, entre guillemets, ou jacobinisme, centralisme, face à nationalisme catalan ou basque, etc. Mais on s'est quand même rendu compte aussi qu'il y a une partie, vous me corrigerez, politologue et expert, si je me trompe, il y a une partie de l'électorat de Ciudadanos qui est sur les thèmes de société plutôt libérale, sur, je sais pas, sur le mariage homosexuel, sur la fin de vie, etc., mais qui est très farouchement anti-indépendantiste. C'est comme ça qu'ils sont nés, Ciudadanos. Donc il y a aussi des gens qui sont partis au Parti socialiste, il y a des gens qui sont partis au Parti populaire, il y a des gens qui sont partis directement de Ciudadanos, donc théoriquement au centre, à l'extrême droite de Vox. Partout où l'extrême droite émerge en Europe, et ça a été le cas, je ne l'apprends à personne, ces dernières années, dans à peu près tous les pays européens et le nôtre y compris, partout il y a un sentiment de déclassement, sentiment d'insertion sociale en panne. Est-ce que c'est aussi une case qui est cochée par Vox, Guillermo Fernández Vázquez, et c'est là qu'on va chercher son électorat? Je dirais pas, non, parce que si l'on regarde, Vox n'était né de la crise économique de 2009, 2008. Et de la crise économique est né Podemos chez Podemos, et en quelque sorte aussi Ciudadanos, mais bon, Podemos, non. Et Vox est né d'une sensation de crise de l'identité nationale, c'est-à-dire, je pense que après les événements en Catalogne, une partie de la société espagnole a eu le sentiment que le pays était en train de se rompre véritablement. Et donc, ça a touché la droite, évidemment, mais aussi la gauche, une partie de la gauche. Donc c'est drapeau contre drapeau, en fait. Effectivement. On le disait, donc sentiment de déclassement pas forcément, Bruno Aguilera-Barchet. Réaction culturelle aussi, on parlera féminisme tout à l'heure à la fin de cette première heure, mais réaction culturelle aussi face à une Espagne qui avance différemment, face à une espèce de nostalgie, je veux surtout pas employer de terme un peu trop fort et pas maintenant dans cette partie de l'émission, mais une espèce de nostalgie masculiniste, tout ça dans le package de Vox. Est-ce que ça compte aussi, ça rentre dans
dans le gros pot de Vox en fait. Oui, absolument, mais je pense que Vox ne serait pas important s'il n'y avait pas le problème indépendantiste et le problème d'identité nationale qui était en jeu. Vox serait un parti qui n'aurait presque pas de représentation, parce que quand même les gens qui sont franquistes, il y en a très très peu maintenant. Donc non, je pense que c'est surtout la question d'identité nationale qui est au fond de succès spectaculaire entre guillemets de Vox des dernières années. Alors spectaculaire, effectivement, vous pouvez le dire, parce que 10 ans d'existence à peine, et puis une augmentation à partir de 2018. Ce qui est notable aussi, et si on compare encore une fois Agnès Garcia-Sayar avec ce qui se passe dans les pays d'Europe autour, c'est que souvent, d'abord, ce qui se passe quand émerge l'extrême droite, la droite traditionnelle recule, dit non, il n'y aura pas d'alliance. Alors là, on a l'impression que les digues ont sauté, mais tout de suite, avec le Parti populaire, avec la droite traditionnelle. On a fait des alliances très vite, en fait. Oui, en fait, c'était le seul parti avec qui il pouvait pactiser pour obtenir le gouvernement. Donc, il présente une Espagne très homogène, une Espagne où la Catalogne, le Pays Basque n'aurait pas vraiment d'importance, une Espagne qui parlerait que l'espagnol. Et ça, je crois donc, il ne pouvait pas pactiser avec le PP, ne pouvait pas pactiser avec ERC, bien sûr, ils sont de gauche, mais même avec le PNV, qui est quand même un parti de droite, ou Junts, qui est aussi un parti de droite, mais c'était impossible de pactiser avec ce groupe-là tant qu'ils sont liés à Vox. Mais on dit cependant que l'une des raisons pour lesquelles finalement c'est Sanchez qui a gagné les élections en juillet 2023, c'est précisément parce que le Parti populaire s'est jeté sur des alliances avec Vox, et que si c'était jeté un peu plus discrètement, on va le dire comme ça, Guillermo Fernandez-Vázquez, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Oui, bien sûr. Je pense que Vox a été très intelligent en créant le cadre que en Espagne il manque de liberté, que avec la gauche et avec le féminisme notamment, on peut pas dire tout. La liberté d'expression est en danger. Alors, et donc on ne peut plus rien dire. Donc on peut plus rien dire. Alors que, une fois que Vox est entré au gouvernement régional avec le PP, la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est de retirer les drapeaux LGTB ou interdire de pièces de théâtre. Mm-hmm. Et donc, le cadre, les libertés sont en danger, est retourné contre eux. Et donc il y a eu une certaine réaction de la gauche sociologique ou plus ou moins diverse contre une réaction où Vox a créé de la peur. Alors, vous m'arrêterez si je me trompe. Moi, j'ai compté 5 régions, 144 mairies. Est-ce que c'est à peu près ça qui sont co-dirigées par Vox. Pardon, est-ce que ça marche ? En fait, pas toujours. Ouais. Pas toujours, mais enfin, je pense que les intérêts communs sont plus forts que les divergences et ils rompent pas l'alliance. Ça marche pas mal pour le PP parce qu'ils leur ont donné en général ce qu'ils leur demandaient et au départ ils voulaient surtout les ministères régionaux qui correspondaient à ce qu'ils appellent leur bataille culturelle. C'est du Gramsci dans le texte relu par l'extrême droite, c'est-à-dire que sur l'antiféminisme, sur la relecture de l'histoire et donc du franquisme et de la guerre civile, et sur la langue très important, espagnole face aux langues régionales, sur les clivages urbains-ruraux. C'est-à-dire, Vox demande l'agriculture, oui, il demande l'aménagement du territoire. Et en général, c'est comme souvent dans les nouveaux partis, ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas de gens administratifs qui savent faire tenir une administration. Donc le PP s'est dit, ça va pas être facile au début, mais a priori, on va pouvoir les contrôler. C'est pas forcément un mauvais pari. Une chose que je voulais dire, c'est que le PP a perdu les élections de juillet 2023 par excès de confiance. Voilà, absolument. Il a fait une très mauvaise campagne à la fin et c'est ce qui a fait que Pedro Sánchez est à nouveau président du gouvernement. Alors, c'est pas tellement Vox, c'est lui-même, c'est le PP qui a vraiment raté sa dernière partie de campagne et qui s'est effondré quand il avait en principe une majorité plus ou moins confortable. L'Espagne, on l'a dit, l'un des derniers pays d'Europe à avoir
sorti un parti d'extrême droite. Ils restaient les voisins du Portugal. Deux histoires un peu similaires, deux dictatures qui prennent fin à peu près au même endroit. Le Portugal, lui aussi, a son mouvement désormais qui s'appelle Chega. Et je voudrais justement qu'on puisse jouer un peu avec les comparaisons. Vous nous direz d'ailleurs si ça a du sens ou si on n'en a pas. On va écouter ce qui se passe là-bas chez vos voisins avec Julie Pietri qui va nous le présenter, ce Chega. Un Chega qui, nous dit-elle, n'entend pas faire de la figuration. Oui, et c'est un parti qui veut gouverner aujourd'hui, qui vise clairement le pouvoir. Rui Afonso est député Chega, basé à Porto. Oui, on a eu une croissance énorme. Nous sommes le parti qui, au niveau national, progresse le plus. Chega, c'est un parti anti-élite, anti-immigration, anti-Rome et un parti encore en définition, explique Carlos Jalali. Il est professeur de sciences politiques à l'université d'Aveiro. Pour le moment, Chega, c'est surtout un parti anti-système. Il faut nettoyer, changer le système politique. Les politiciens sont tous corrompus. Et donc, c'est un parti qui a pu mobiliser cet électorat avec une stratégie de communication politique très efficace. Sur les réseaux sociaux comme à la tribune, Chega manie l'outrance et la provocation. Le leader du parti, André Ventura, a même osé crier en 2021 « Dieu, patrie, famille, travail », reprenant largement la vieille devise de la dictature salazariste. Nous sommes un parti profondément démocratique. Nous comparer à la dictature, ça ne sert à rien, réagit pourtant Rui Afonso, le leader de Chega à Porto. Je n'ai aucune nostalgie de l'époque coloniale, mais on a conquis des pays, et maintenant non. C'est nous qui sommes quasi occupés par tous ces gens qui viennent travailler ici. Ce que nous disaient nos grands-parents, c'est qu'on vivait très bien dans les colonies et dans une liberté extrême. Une réécriture décomplexée de l'histoire qui n'étonne pas Carlos Jalali, le professeur de sciences politiques. La relation du Portugal avec son passé est une relation compliqué. Il y a eu l'esclavage, mais le Portugal avait fait ça avec une mission civilisationnelle. Et c'est un discours qui n'a pas vraiment été changé pendant la période démocratique. C'est ce que fait Chega, dit-il, mettre en lumière des idées qui existent dans la société, mais qui n'avaient pas, jusqu'à maintenant, été autant utilisées politiquement. Et merci à Julie Pietri. Bruno Aguilera-Barchet, je me demandais si on se regardait d'un bout à l'autre de cette péninsule ibérique, justement, pour comparer ce genre de choses, ou pas du tout ? Moi, je n'ai pas découvert dans Vox un discours néocolonialiste. Agnès, je ne sais pas, parce qu'elle est... Agnès, elle fait bon. Oui, ils veulent quand même réviser l'histoire, notamment la conquête de l'Amérique. Ils veulent une histoire beaucoup plus blanche, beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, légère sur le fait de la conquête d'Amérique, sur les colonies. Mais ils ne regrettent pas les colonies quand même. Ils veulent... Ils sont contre la légende noire, c'est vrai, qui est quand même... Mais c'est intéressant cette discussion que vous avez. Peut-être que c'est vous, Guillermo Fernandez-Vázquez, qui allez trancher, en fait, vous, avec votre casquette de spécialiste des phénomènes populistes en Europe. La question qu'on se pose à chaque fois, et particulièrement chez vous en Espagne et chez les Portugais, c'est pareil, en fait, parce qu'il y a l'histoire derrière qui parle. C'est alors mouvement fasciste, mouvement populiste, les deux, nostalgie du franquisme, nostalgie du salazarisme. On a du mal à savoir. Peut-être qu'il faut arrêter de se poser ce genre de questions, en fait, au final. Les questions de s'ils se rassemblent ou pas. Par exemple, et surtout, est-ce que ça va chercher aussi dans cette histoire-là ? Ah oui, non, mais je suis d'accord sur le fait que Vox et Chega parlent aussi du passé, essayent de revaloriser le passé colonial. C'est-à-dire, Vox, par exemple, Vox a créé un terme qui s'appelle ibérosphère pour essayer pour essayer d'avoir des relations internationales avec les partis de droite en Amérique latine, par exemple. C'est quand même bizarre, dingue que pour le président de l'Argentine, le nouveau Javier Milei, Javier Milei, son allié n'est pas Feijóo, n'est pas la droite classique espagnole, et Abascal. D'ailleurs, il va venir à Madrid dans 15 jours. Et pour plusieurs leaders de droite en Amérique latine, leur allié principal en Espagne n'est pas les partis populaires, les Vox. Donc il y a une révalorisation
du passé, de l'héritage espagnol en Amérique latine, de l'Empire, etc. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que nous, on a plutôt tendance à regarder donc du côté européen en se disant mais alors avec qui s'allient ces gens-là, ces gens de Vox en Europe, au Parlement, ça ressemble à quoi? Ça va ressembler à quoi? Et surtout, si leur score est important, on va y aller faire un tour en Hongrie où nous étions tout à l'heure parce que c'est de là que parlait le leader de Vox à l'instant. Pain béni pour le leader hongrois, effectivement, qui voulait réunir cette extrême droite autour de lui. Il l'a donc fait ce week-end. Il rêve que ces partis de droite-là deviennent la troisième force du Parlement, donc derrière le PPE, derrière les sociaux-démocrates. Allons-y. Donc, il a sa photo, Orban. Qu'est-ce qu'il s'est dit précisément pendant ce rendez-vous? Florence Labruyère nous le raconte. Eh bien, on a eu un discours très combatif de Viktor Orban ici à Budapest, prononcé à guichet fermé, car les journalistes hongrois et étrangers étaient interdits d'accès. On vous accueillera le jour où vos médias seront moins woke, avaient dit les organisateurs. Alors pour Viktor Orban, le monde se divise en deux camps. D'un côté, les méchants, les progressistes, les libéraux, et de l'autre, les gentils, les souverainistes, autrement dit l'extrême droite. Les libéraux ont apporté la guerre et le chaos, ils encouragent la migration. Aux États-Unis, ils se servent des tribunaux pour écarter Donald Trump de la course électorale. Eh bien, ils font pareil en Europe. Ils utilisent les institutions pour nous opprimer, a dénoncé Orban. Selon lui, les souverainistes sont victimes d'un complot gauchiste et il faut battre ces gauchistes qui dominent Bruxelles. Il faut donc gagner les élections européennes. Alors, un discours très applaudi par la fine fleur de l'extrême droite, Santiago Abascal, mais aussi Mateusz Morawiecki, l'ancien Premier ministre polonais, André Ventura, le chef de Chega, Fabrice Leggeri, candidat du Rassemblement national, et Viktor Orban se pose en chef de file de cette extrême droite européenne. Il a d'ailleurs conclu son discours avec un Make Europe Great Again, car le modèle d'Orban, c'est vraiment Donald Trump. Est-ce que Guillermo Fernandez-Vázquez, est-ce qu'il a son groupe Orban, en fait, quand on entend là, qu'on voit ces émergences-là, est-ce que vous vous dites, il peut l'avoir, ce groupe parlementaire d'ultra-droite, que pour l'instant, il avait échoué à faire, puisqu'ils sont tous répartis, l'extrême droite au Parlement européen. Il peut l'avoir là ou pas? Jusqu'au présent, c'était très compliqué parce que le parti qui compose SR et Identité Démocratie ont des différences par rapport à la politique économique, par rapport à la relation avec les États-Unis ou la Russie, par rapport à quelques questions. Mais c'est vrai que le leadership de Orban et son charisme pourrait surmonter ces différences entre le parti de la droite radicale ou de l'extrême droite européenne. Il y a quelque chose qui m'étonne, moi, dans ce fameux rassemblement, il y avait No Immigration, No Gender, No War, donc pas d'immigration, pas de genre et pas de guerre. Où est Vox sur la guerre en Ukraine, par exemple, Bruno Aguilera-Bercher? Vox, je pense qu'il est complètement anti-Poutine et qui voudrait quand même une victoire éclatante de l'Occident contre ce néo-tsarisme poutinien. Là, il est très clair, je pense. Et ce qui le différencie donc de Viktor Orban et qui dit jusqu'à quel point ce groupe-là n'est pas fait et pour l'instant n'existe pas. En même temps, c'est vrai que Vox ne s'exprime pas trop sur cette question. Et j'allais y venir, Mathieu de Taillac, plus généralement, et si on quitte Vox un instant, est-ce que l'Europe, dernier rempart contre la Russie, c'est beaucoup là-dessus qu'on fait campagne, nous en France notamment, et pas seulement l'Europe de la défense. Est-ce que c'est comme ça qu'on en parle ici des élections européennes ou pas du tout? Alors, on parle pas beaucoup des élections européennes parce qu'on a eu les Basques et on va avoir les Catalanes avant, et aux européennes on parle pas toujours de l'Europe, probablement malheureusement. En général c'est plus l'Espagne, la place de l'Espagne en Europe, comment défendre nos positions, etc. Quelles alliances on va pouvoir tisser. C'est assez récent que l'Espagne déjà parle anglais au sommet européen. Pedro Sánchez, un de ses ministres, vient de le rappeler, avec des termes un peu exagérés. Mais l'Espagne a eu, alors je vais peut-être me faire corriger, une position parfois un peu complexée. Moi, j'ai des diplomates français qui me disaient les Espagnols viennent nous voir en nous disant vous pensez comme nous, pourquoi vous ne défendriez pas nos positions? Et les Français leur répondent attendez, vous êtes la troisième économie de la zone euro, allez-y, vous n'êtes pas n'importe qui, quand vous parlez, on vous écoute. Et c'est relativement récent, là, l'accord sur le gaz, par exemple, obtenu par Sanchez et sa ministre de la transition écologique. C'était sans doute une belle victoire espagnole. C'est pas
c'est pas si habituel que ça que l'Espagne parle d'elle-même. Donc ça veut dire qu'il y a un petit sentiment d'infériorité, c'est ça l'idée, c'est ça Je pense que l'Espagne a toujours été un pays... La droite espagnole a été foncièrement anticommuniste. Je vois pas Vox en train de défendre la Russie dans un conflit où c'est l'Ukraine va être européenne, où elle va tomber dans le tableau de Xi Jinping, Poutine, etc. Donc c'est pas la même chose. Tandis que Orban, quand même dans un pays qui a quand même une grande tradition communiste et qui il y a une certaine nostalgie du communisme encore dans ces pays d'Europe de l'Est. Un tout dernier mot avant de changer complètement de sujet en cette deuxième heure d'édition spéciale ici à Madrid. Nous, ce qui secoue beaucoup en ce moment en France, ce sont les manifestations pro-palestiniennes, ce sont nos relations avec Israël et qu'est-ce qu'on pense de ce conflit et comment on y va. On a bien entendu que Sanchez faisait partie de ceux qui voulaient demander la reconnaissance de la Palestine, mais on n'y est pas encore. Mais en revanche, de manifestations, de campus qui se soulèvent, pas du tout dans ce pays, l'Espagne. Je vous vois faire non avec la tête tous les quatre. Non, ça n'existe pas. Enfin, moi j'ai un fils qui est très à gauche, qui est tout à fait pro-palestinien, et il a un groupe de gens qui sont comme ça, mais c'est vrai que au niveau de l'opinion publique espagnole, il n'y a pas de manifestation, et il est désolé à chaque fois de dire ça, mais c'est vrai. mais c'est vrai que ça n'existe pas. Rapidement, Guillermo. On dit toujours que c'est l'un des pays les plus pro-palestiniens de l'Europe, mais c'est vrai au niveau de l'opinion publique, mais ça ne se voit pas au niveau de la rue. Il n'y a pas de grosses manifestations, ni de campus envahis. En tout cas, de manifestations qui peuvent être brillantes autour de ces sujets, comme on en voit chez nous en ce moment. Aux États-Unis, en France, et parfois aussi ailleurs. On est ensemble jusqu'à 20h. Cette édition spéciale continue. France Inter, la radio des Européennes. Fabienne Synthès. Et toujours en direct du café commercial ici à Madrid. La femme que vous allez entendre maintenant, nos invités qui sont là autour de la table savent forcément qui elle est. Et nous en France, moins, curieusement, parce que c'est la cinéaste la plus primée d'Espagne, réalisatrice, scénariste, catalane. Elle sait faire entendre sa voix. Elle s'appelle Isabel Coixet. Je vous regarde, voilà, tout le monde fait oui maintenant avec la tête. Elle a reçu, c'était ce matin, et c'est comme ça qu'on a pu la rencontrer avec Marina Foïs. D'ailleurs, le prix Dialogo entre la France et l'Espagne. Elle avait déjà reçu un prix européen. À quel point cette Catalane, justement, se sent-elle européenne? Sa réponse. Je me sens européen, oui. Je sais que même si j'ai travaillé beaucoup aux États-Unis, c'était toujours d'un point de vue européen. Mes racines sont européennes, mes références. Même si j'adore, oui, la culture anglo-saxonne et aussi de la culture orientale, parce que j'ai fait aussi un film au Japon et j'ai vécu 1 an au Japon, mais il y a quelque chose qui se passe, tu sais, dans un petit square à mon quartier à Gracia. Tu trouves une lumière que tu trouves aussi dans un petit quartier en Sicile ou à Limoges, même à Limoges. Il y a quelque chose qui a une espèce de familiarité sur la couleur de pierre et la vieillesse de pierre, oui. Quand on vous a beaucoup entendu au moment de la crise catalane, puisque vous êtes de Barcelone, il y avait ça aussi dans votre discours, il y avait quelque chose qui disait tout ça de toute façon n'a aucun sens en ce moment, aujourd'hui, créer ce genre de frontières, et surtout dans l'Europe telle qu'elle se présente aujourd'hui, en fait, c'est ça aussi peut-être la couleur de ce continent. Oui, c'est ça que j'ai dit 1000 fois, personne m'a écouté, parce que, tout ce qui s'est passé en Catalogne, je crois que c'est la pire partie de la nature européenne, comme caractère humain. Des gens qui ont envie de mettre des frontières en plus, ce sont des cons, et ça, je le dis, je le pense encore. Il faut être fier d'avoir fait un travail sur soi. Il faut pas être fier non, je suis né ici, c'est le jambon, c'est le meilleur, et les vents et tout ça. Écoute. C'est marrant comme on a l'impression que cette histoire-là est toujours dans les blessures espagnoles aujourd'hui, et que même tout ce qui se passe dans la politique espagnole aujourd'hui politique récente, trouve en partie sa source dans cette crise catalane, et y compris là, au moment où on se parle, en fait, avec le psychodrame qu'on vient de traverser, que vous venez de traverser ces 5 derniers jours. Je crois que il y a des blessures, oui, mais
il n'y a pas la volonté de guérir ces blessures. Il y a la volonté de aller plus profondément de cette blessure. Il y a presque un envie sauvage de pas de cicatriser les blessures. Et ça, je trouve que c'est horrible. Particulièrement, donc peut-être en ce moment dans votre pays, vous avez suivi même de loin ces fameux 5 jours où Pedro Sánchez n'a pas dit s'il restait, s'il partait. Il finit par rester, mais j'ai envie de dire peu importe. Qu'est-ce que ça dit de l'Espagne d'aujourd'hui, ça, à votre avis? Ce qui s'est passé, je crois que c'est très intéressant. Et comme président demande de temps pour penser, pour réfléchir. C'est un bon moment pour dire, peut-être toute cette crispation, il faut l'arrêter. Il y a quelque chose de fascinant et de paradoxal dans cette société espagnole, c'est que donc il y a ce que vous décrivez là, et à la fois vous êtes en avance sur beaucoup de sujets féministes et sociétaux, et on a l'impression au fond qu'on se retrouve aujourd'hui face à une Espagne où il y a deux forces qui poussent la société, qui veut aller plus loin, qui essaye, et toute une autre partie qui pousse exactement dans l'autre sens, avec de plus en plus de succès, que c'est le cas de l'extrême droite. Et on ne sait pas à la fin qui va gagner ce combat-là. Est-ce que vous avez le sentiment de cette société qui pousse dans les deux sens sans savoir où ça s'arrête, hein? Les deux forces sont toujours dans la... C'est pas seulement dans la société espagnole, dans toutes les sociétés. Mais j'ai l'espoir que toutes les choses qu'on a acquis, ça va être très difficile d'aller en arrière. Mais il faut être alerte. Est-ce que les intellectuels le sont? Vous l'êtes. Vous avez même fait un documentaire autour de MeToo et du MeToo au théâtre ici. Donc vous l'êtes. Est-ce que les intellectuels espagnols le sont? Est-ce qu'ils sont à ce rendez-vous de l'histoire-là, à votre avis? Les intellectuels, je crois que nous sommes fatigués, mais en même temps, nous sommes alertes. Et bon, je ne sais pas si l'intellectualité a le pouvoir ou l'influence qu'on avait il fait 30 ans, mais on va essayer, au moins. Merci beaucoup. Merci mille fois, c'est un plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Les intellectuels sont alertes, mais ils sont aussi fatigués. Bonsoir Pilar Aguilar. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la présidente du Parti des féministes au Congrès. Moi, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur ce que vient de nous dire à l'instant cette réalisatrice sur ces deux Espagnes qui poussent en même temps. Et c'est vrai que, à certains égards et sur le féminisme, vous êtes un exemple pour nous sur les féminicides, sur les premiers tribunaux, sur les policiers formés, sur les bracelets anti-rapprochement. Est-ce que vous avez d'abord... est-ce que vous savez que vous êtes un exemple pour nous? Vraiment, vous en avez la conscience? Oui. Enfin, oui. Maintenant, sachez-le. J'ai des nuances à faire depuis les dernières années. Mais c'est vrai que le féminisme en Espagne est fort, très combatif, et c'est une force très militante. Et en effet, par exemple, depuis quand la loi est passée, la loi contre les violences faites aux femmes en 2004, c'est vrai que le féminisme était très axé justement sur la violence faite aux femmes et la lutte contre. C'est intéressant ce que vous dites. C'est plus difficile aujourd'hui. Pourquoi c'est plus difficile aujourd'hui? Écoutez, est-ce que ça résume ce qu'on vient de dire précisément dans le début de cette heure? D'une part, par exemple, les assassinats ont augmenté pendant les dernières années. La violence faite aux femmes a augmenté aussi. Par exemple, en 2023, 15,1 plus d'agressions sexuelles. C'est quand même beaucoup, hein? 15,1. Et presque 19 980, je sais pas quoi, des agressions. Ouais. Alors, quand même, c'est pas n'importe quoi. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un retour de bâton, comme on dit chez les féminismes, un backlash, et au fond, avec des résidus de la société patriarcale qu'était la société espagnole? Non, c'est pas des résidus. On continue à être une société patriarcale. Le problème, c'est que justement, il suffit pas d'une loi. La loi, c'est très important, hein. Mais d'une part, elle n'a pas été, disons, ajournée, revue en fonction de choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. Par exemple, 42% de femmes assassinées avaient déjà porté plainte. Ça veut dire que là, il faut faire quand même quelque chose. C'est-à-dire que il n'y a pas
une perception par rapport à la police, les juges, les avocats ne perçoivent pas la gravité et donc par exemple ça, la formation des juges, etc. Et puis on a laissé de côté complètement l'éducation au centre dans l'enseignement. Maintenant, c'est une chose, l'éducation pour l'égalité. Et puis les campagnes de conscientisation. Par exemple, une autre chose effarante aussi, c'est que maintenant la perception citoyenne sur les violences faites aux femmes a baissé. C'est-à-dire qu'on ne s'en préoccupe plus ou on pense qu'il n'y en a plus ? Ben oui, parce que justement les gens laissés à eux-mêmes, si on ne leur parle pas, si on leur dit, si on les explique pas, si on les éduque pas, si on leur répète pas, ils écoutent justement les hommes, les pauvres, ils sont... Alors justement, là-dessus, Pilar Aguilar, la grande affaire ces dernières semaines, derniers mois en Espagne, c'est celle de Luis Rubiales, qui est l'ancien président de la Fédération espagnole de football. On se souvient de cette histoire de baiser. Il a mis beaucoup de temps à partir, beaucoup de temps à s'excuser, mais surtout, très vite, il en a fait une revendication politique. Et est-ce que vous diriez, au fond, que ça n'aurait pas été possible il y a encore quelques années, en fait, de faire une revendication politique de cet épisode-là comme il l'a fait lui ? Probablement, en effet, parce que, je vous dis, l'ambiance sociale, la perception a changé. Donc voilà, il y en a qui disent maintenant, bon, tout est pratiquement bien, c'est-à-dire vous avez réussi à être partout, par exemple à faire du cinéma comme Coixet, etc. Et le fameux documentaire d'Isabelle Coixet sur le cinéma et sur le MeToo au cinéma. Ouais. Oui. Et donc voilà, il y a ça, il y a donc le fait de se laisser aller un peu, bon, et alors, moi, je crois que le féminisme continue, parce que nous, on est vraiment très, très battante. Je crois que c'est le mouvement le plus engagé qui existe en Espagne. Parce que les écologistes, nous, on est là, bon. On se fatigue pas. Et c'est alors, tiens, contrairement à Isabelle Coixet, qui se fatigue un petit peu, elle l'a dit, on a bien entendu que vous ne vous fatiguiez pas. Puisqu'on a commencé cette émission en parlant de Vox, est-ce que vous diriez que Vox fait son beurre, justement, là-dessus, en ce moment ? Que Vox fait son miel, en ce moment, sur ces idées-là, sur un retour du masculinisme, sur, attendez, on va pas laisser les hommes être laissés pour compte, Il se raccroche à cette espèce de ritournelle, mais je ne crois pas que ce soit que Vox grandit à cause du féminisme. Je crois que simplement les hommes, beaucoup d'hommes, ou pas mal d'hommes, pensent cela. Et maintenant, quand Vox le dit, ils osent le manifester. Parce qu'avant, ils étaient comme toujours. Est-ce qu'il dit quelque chose, effectivement, quand ils osent le faire maintenant, qui dit quelque chose aussi de ce pays ? On pourrait continuer à parler de l'Espagne, des élections à venir pendant longtemps. Je voudrais, puisqu'il nous reste une petite poignée de secondes, Mathieu de Tallec, je voudrais que vous nous parliez de l'endroit où nous sommes quand même, dans ce café commercial. On les remercie vraiment chaleureusement. On a beaucoup débarrassé leur table, on a beaucoup poussé de choses ici. On est dans un endroit un peu mythique quand même. Ça existe depuis 1887, cet endroit. Oui, c'est le plus vieux café de Madrid, vous vous compte. C'est une institution culturelle. Pour le décrire sommairement, c'est un café assez élégant, parce qu'on voit un peu d'art déco, un petit côté brasserie, si on peut faire la comparaison. Un peu parisienne aussi. Mais ça s'inscrit dans la tradition des cafés de tertulias. Les tertulias au sens propre, au sens un peu noble du terme, c'était les débats littéraires et politiques que les Espagnols donnaient et organisaient dans les cafés. Celui-ci en faisait partie. On peut faire un peu de name dropping. Il y a eu quand même le poète Antonio Machado au début du XXe, le romancier Camilo José Cela après la guerre civile, Arturo Pérez Reverte, lui c'est un contemporain que nos auditeurs connaissent peut-être. Et puis bon, ils essayent de continuer. Ils continuent à participer à cette ville culturelle. Juste après nous, je crois qu'il y a un podcast qui va s'enregistrer. Il y a un festival de flamenco. Il paraît qu'il y a eu une menace de fermeture et ça avait beaucoup ému effectivement toute la ville et peut-être même au-delà de la ville d'ailleurs, Mathieu. Beaucoup ému, oui, le quartier, puis la ville, puis bon après il y avait des petites blagues entre ceux qui défendent l'existence d'un café et ceux qui vont effectivement prendre une bière ou un café au lait pour les aider à vivre réellement. En tout
tout cas, on est vraiment ravis de notre présence ici au Café Commercial. On les remercie vraiment vivement. Je vous remercie aussi, Mathieu de Taillac, vraiment, et Marilène Ballesteros aussi, qui travaille pour nous en Espagne. Vous avez ouvert votre carnet d'adresses et c'est vraiment... merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été nos invités ici. Merci à Christophe Papon, Michael Simon, qui était à la technique ce soir, à Tristan Gratalon, qui est le réalisateur et qui m'engueule parce que je suis en retard, à Philippe Lefébure, le rédacteur en chef, et à Mélissa Delman pour la programmation. Allez, ciao.